Comment? Nous, on va voir le son comment. Là, je t'entends. Attends, t'as le son, toi? Je vais mettre tout le monde. Ah Allez. oui. Je suis en train d'accepter toutes les personnes en salle d'attente. Oui. Ah oui. Oui. Merci. Merci. Alors, apparemment, tous les participants nous ont rejoints. Bonjour à tous. Déjà, au niveau logistique, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous nous voyez? Et est-ce que vous voyez bien le diaporama qu'on va projeter? Oui. C'est bon? Alors, bonjour, donc je suis Sandrine Farina, la responsable du pôle relations avec les PS de la CEPAM. À côté de moi, il y a Florence Dizier qui est en charge de l'accompagnement des infirmiers notamment, mais d'autres PS aussi dans ce domaine. On a tenu à organiser un webinaire infirmier aujourd'hui pour vous présenter les grandes lignes en termes de cotation et de facturation, les dernières nouveautés. Donc, le diaporama sera principalement présenté par Madame Vincent, à qui je laisserai la main tout à l'heure. Ce qu'on vous propose de faire, c'est que si vous avez des questions durant le déroulé du webinaire, vous les posiez à travers le chat, à travers les questions-réponses. Et pour éviter de couper éventuellement durant le déroulé du webinaire, le webinaire est enregistré et ce qu'on vous propose également, c'est de nous communiquer à travers le chat votre adresse mail si vous souhaitez qu'on vous envoie le support qui sera diffusé et éventuellement compléter des questions-réponses qui auront été posées durant la séance. Si ça va pour tout le monde, je vous propose de démarrer. Alors, pour commencer, on va vous présenter les grandes lignes de la Convention et de ses avenants, parce que je pense que vous savez tous au niveau de votre profession qu'effectivement, pour travailler avec l'assurance maladie, il faut ce qu'on appelle être conventionné, et donc que des dispositions conventionnelles nous lient. Au niveau de la Convention et de ses avenants, on a simplement tenu à vous rappeler qu'effectivement, la Convention nationale des infirmiers libéraux a été conclue en 2017, le 22 juin, entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ce qu'on appelle l'UNCAM, et d'autre part, plusieurs organismes et syndicats d'infirmiers et d'infirmières libéraux. Cette convention est complétée de plusieurs avenants. On ne va pas tous les balayer. On vous parle rapidement de l'avenant 9 et des principales mesures qui étaient prévues dans l'avenant 9, qui concernaient notamment la revalorisation des modalités de rémunération des infirmiers en pratique avancée, ainsi que des aides prévues pour le démarrage de leur activité libérale. Il y a également des mesures sur la télésanté. Alors, ce qu'on appelle la télésanté, c'est le télésoin et la téléexpertise, et également des valorisations de l'acte de vaccination. Cet avenant 9 est entré en vigueur le 23 septembre 2022 et il a été suivi par l'avenant 10 qui a prévu notamment de valoriser des indemnités forfaitaires de déplacement, une aide financière conventionnelle à la formation d'infirmiers en pratique avancée et la généralisation du déploiement du BSI pour les patients de moins de 85 ans. Cet avenant est entré en vigueur le 28 juillet 2023. Et également une information importante, peut-être que certains d'entre vous le savent déjà, mais effectivement, on a un site Amélie qui est très bien documenté, et notamment pour les PS, amélie.fr, vous allez sur l'onglet PS, et pour votre profession, vous pourrez retrouver toutes les actualités de la profession d'infirmier, c'est-à-dire toutes les actualités conventionnelles, la convention et ses avenants, éventuellement tous les actes de cotation, voilà, et toute l'actualité liée à votre profession. Du coup, je vais laisser la main à Béatrice Vincent. Et n'hésitez pas, parce que je ne vois pas pour l'instant d'adresse mail dans le chat ou dans les questions-réponses, mais n'hésitez pas à nous laisser vos mails si vous souhaitez vraiment qu'à la fin de la réunion, on puisse vous envoyer le support, éventuellement compléter des réponses qu'on n'aura pas pu vous apporter en séance. Pardon, je vais être vite. Ok. Bonjour. Donc, moi, je suis infirmière au service médical.
Donc, j'en ai rencontré peut-être certains d'entre vous aux réunions des nouveaux installés, peut-être, je ne sais pas. Donc, là, on va vous parler des règles générales de cotation. Mhm. Euh, alors, est-ce qu'on peut faire défiler le... J'ai pas la main sur le... Pardon. Merci. Alors, première chose, tout acte doit être prescrit et réalisé, forcément. Euh, tout n'est pas obligatoirement remboursable. Exemple, la prise de tension, la pose de bas de contention, etc., comme on vous a mis en bas à gauche. Euh, donc, tout acte doit normalement être inscrit à la NGAP. Il y a les exceptions pour les vaccinations. Voilà, là, à ce niveau-là, on peut passer à la suivante. Alors, certains actes sont soumis à accord préalable. D'ailleurs, dans la NGAP, la nomenclature générale des actes professionnels, qui gère notre profession, vous les retrouvez, ces actes sous accord préalable. Dans la colonne des cotations, il y a écrit à côté AP, c'est-à-dire qu'il faut un accord préalable de la caisse pour pouvoir faire ce soin-là, cet acte-là. Donc, quand vous faites la demande sur Amélie Pro pour cet accord préalable. Et si vous n'avez pas de réponse, c'est un accord tacite au bout de 15 jours. Voilà, vous avez le formulaire d'ailleurs, voilà, S3 3108. Voilà, on peut passer au suivant. Alors, les frais de déplacement, c'est vrai qu'ils ont été revalorisés récemment, même si pour certains, c'est pas assez, que je peux comprendre, mais c'est déjà mieux que rien du tout. C'est passé de 2,50 à 2,75 au 28 janvier de cette année. Euh, je ne parle pas des kilomètres pleine montagne parce que ça, c'est un peu à part, c'est suivant quand on est dans l'arrière-pays. Des autres majorations, vous avez donc les majorations de nuit en fonction des horaires où sont faits les soins, avec un tarif à 8,15 pour la première majoration, de 20 à 23 et de 5 à 8, et de 18,30 quand le soin est effectué de 23 heures à 5 heures du matin. Il faut bien sûr que ce soit précisé sur l'ordonnance, bien sûr, et qu'il y ait une raison médicale à ce que ce soit fait dans la nuit, hein. Pareil pour le dimanche et jour férié, la majoration, elle doit être précisée sur l'ordonnance, tous les jours, dimanche et jour férié compris, et elle s'applique donc sur les soins si c'est nécessaire de faire tous les jours. La MAU, majoration acte unique, comme son nom l'indique, c'est quand il y a un seul soin, un seul acte. Même si vous faites deux passages matin et soir, si au moment de l'acte, vous ne faites qu'un soin, vous allez pouvoir appliquer cette MAU, majoration acte unique. La deuxième condition, c'est aussi que le coefficient de l'acte doit être inférieur ou égal à 1,5. C'est-à-dire, par exemple, vous prenez une prise de sang, c'est un AMI 1,5, vous allez pouvoir appliquer la MAU. Un autre exemple, si c'est un pansement courant à AMI2, ça dépasse le coefficient maximum, donc vous ne pourrez pas l'appliquer. La MCI, majoration coordination infirmière, elle s'applique dans deux cas de figure. Elle s'applique quand il y a pansement lourd et complexe. Il faut que ce soit précisé bien sûr sur l'ordonnance. Et il faut que ça corresponde à l'article 3, c'est-à-dire tout ce qui est ulcère, escar, brûlure, irrigation, méchage, tout ce qui est dans les onglets de l'article 3 sur la NGAP. Et la deuxième possibilité de coter cette MCI, c'est quand il y a des soins palliatifs de fin de vie, c'est-à-dire aussi lorsque le médecin d'un commun accord a communiqué avec vous et qu'il a précisé que le, le pronostic vital était engagé et qu'on ne faisait plus que des soins de confort et d'accompagnement. Voilà. Je précise aussi qu'il n'est pas nécessaire que ce soit noté sur l'ordonnance soins palliatifs. Maintenant, la caisse est toujours
elle a toujours la possibilité de faire vérifier par nous le service médical si c'est justifié ou pas en contactant le médecin ou autre. Voilà. Et la dernière majoration, c'est la MIE, majoration pour enfants de moins de 7 ans, qui s'applique peu importe le coefficient et peu importe le soin. La seule condition, c'est que l'enfant ait moins de 7 ans. Et donc, elle s'applique à chaque passage pour les soins d'un enfant de moins de 7 ans. J'en profite aussi pour vous dire que du coup, la MIE et la MAU peuvent se cumuler. Si par exemple, vous avez une injection sous-cutanée chez un enfant de moins de 7 ans, vous allez pouvoir coter par exemple à MI1 pour l'injection, plus MIE parce qu'il a moins de 7 ans et MAU parce qu'il y a un seul acte et qui a un coefficient inférieur à 1,5. On peut passer à la suite. Donc là, c'est sur les indemnités kilométriques qui sont calculées à partir du cabinet, c'est-à-dire en étoiles. Donc, il y a un plafond et après, qui est de 300, à partir de 300 kilomètres, il y a un abattement de 50% et ensuite, au-dessus de 400, un abattement de 100%. On reste bien sûr sur la règle du praticien le plus proche. Et, et lorsque oui, vous effectuez, et ça c'est valable pour les IFD aussi, les indemnités forfaitaires de déplacement, si vous avez des soins dans une famille, donc si vous faites le mari et la femme, par exemple, vous ne pourrez compter qu'un déplacement, puisque c'est fait au domicile, au même lieu. Voilà, on peut passer au suivant, s'il vous plaît. Le BSI, donc, qui est arrivé à son terme, maintenant il est généralisé depuis octobre 2023. Du coup, plus d'AIS, plus que des forfaits BSA, B ou C, en fonction de ce que vous avez rentré au moment de l'élaboration de votre BSI sur Amélie Pro. Une fois que vous aurez validé, vous aurez donc l'algorithme qui va vous sortir le niveau, léger, intermédiaire, lourd. Le BSI, il n'est pas fractionnable. Ça veut dire que si, par exemple, vous faites le matin et une de vos collègues ou votre binôme fait l'après-midi, parce que ça s'est fait comme ça dans l'organisation, vous ne pourrez pas couper en deux enfin, facturer toutes les deux le BSI. Une des deux va le facturer et l'autre fera une rétrocession. Et pour ce qui est du montant, ça sera à votre main en fonction de la charge entre le matin et le soir, par exemple. Euh, Au niveau du BSI, il est valable 1 an. Il y a besoin d'une ordonnance du médecin pour l'élaborer. Une ordonnance qui précise soins infirmiers pour personnes dépendantes, dimanche et jours fériés à domicile. Ça, c'est classique pour avoir les majorations de déplacement et de jours fériés. Et au bout d'1 an, vous faites un renouvellement. Et si entre-temps, dans l'année, l'état de votre patient nécessite une réévaluation parce que la prise en charge est modifiée, vous faites un bilan intermédiaire. Vous avez droit à 2 bilans intermédiaires dans l'année. Pour ce qui est du bilan intermédiaire, vous n'avez pas besoin d'ordonnance. Vous pouvez l'élaborer sans ordonnance. Je crois qu'on peut passer. Merci. Voilà, donc la méthodologie pour élaborer un BSI, donc on va sur Amélie Pro avec sa carte professionnelle et les informations de la carte vitale de votre patient. Vous remplissez comme une démarche de soins infirmiers, vous cochez ce qu'il y a à cocher, vous ne faites que ce que vous faites vous. Si des actes sont faits ou des soins sont faits par la famille ou une tierce personne comme une auxiliaire de vie ou autre, ça n'a pas rentré dans votre BSI. Voilà. Si vous êtes à plusieurs sur le cabinet, pensez à faire une copie de la synthèse pour la fournir à votre binôme ou vos collègues. Voilà, comme ça, ils connaissent le niveau A, B ou C. Excusez-moi, je peux vous interrompre? Je vous en prie.
Oui, rebonjour. Une petite question. On peut faire apparaître quand même dans le BSI, dans l'encadré en bas, les aidants, les auxiliaires de vie ou si le mari ou la femme, est présent ou aide. Oui, D'accord, vous allez le préciser si, s'il y a des aidants, ça fait partie du BSI. Mais faudra mettre que les soins que vous faites vous, pas les tout soins à qui fait, sont faits. Si par exemple le soir, c'est pas vous qui vous occupez de faire le change, par exemple, bah, le change ne va pas être coché pour le soir, par exemple. tout à fait. Merci beaucoup. Voilà. De rien. Béatrice, il y a une question supplémentaire dans le chat, je viens de voir, concernant le BSI. Est-ce que ma collègue peut compter le dimanche, par exemple, matin BSI plus IFI et moi le soir que IFI? Bah, s'il y a un passage du soir, bien sûr que oui. Si elle fait un passage le soir, elle va compter l'IFI et forcément, à l'IFI va se rajouter la majoration parce que c'est un dimanche ou un jour férié. Ça répond à votre question? Oui. On continue. Facturation des soins pratiques, déplacement, acte. Ah oui, c'est ça que j'ai pas précisé. Donc, normalement, avec le BSI, ça englobe tous les soins. C'est un forfait de soins. Du coup, ça englobe tout, qu'on fasse. Ah, ça englobe donc la prise en charge au niveau dépendance, de la toilette, préparation de médicaments, surveillance de la tension, etc., etc. Euh, donc, tout est englobé dedans. Donc, vous ne pouvez pas coter à côté de ça des actes en AMI. Mais il y a quand même une exception qui fait que vous pouvez quand même cumuler 4 actes à 100%, les prises de sang, la séance hebdo-prado, les perfusions et le pansement lourd complexe. Donc ces actes-là, quand ils sont faits, ils peuvent être faits et cotés en plus du BSI à 100%. Et quand ils sont faits, leur dénomination change. C'est plus des AMI, c'est des AMX. Ça permet, c'est le même acte, c'est la même cotation, c'est le même montant, mais simplement, c'est l'appellation qui change pour savoir qu'ils sont faits dans le même cadre de dépendance, dans le cas de la dépendance. Et il y a aussi 2 actes qui sont faits à 50%, qui sont autorisés à 50%. Ce sont les injections IM sous-cut intradermaux plus les soins aux diabétiques dextro et insuline. Exemple, vous avez un patient qui est en BSA avec un Lovenox ou une IM sur une semaine ou deux. Vous allez facturer BSA plus AMX1 divisé par 2 pour l'injection. Pour le diabétique, dextro et insuline, c'est le groupe de soins qui est à 50%. Donc, par exemple, vous avez un patient qui est en BSB avec dextro-insuline matin, midi et soir. Vous allez coter BSB plus AMX1 plus AMX1 entre parenthèses divisé par 2. C'est le groupe de soins qui est divisé par 2. Et le midi et le soir, au deuxième et troisième passage, vous allez ne faire que dextro-insuline. Vous allez quand même les coter AMX1 plus AMX1 divisé par 2 parce que les soins du diabétique sont liés à la dépendance, donc rattachés au BSI. Donc, quand même à 50% sur le midi et sur le soir. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Article 11B. Ouais, ça, c'est un article important que tout le monde connaît, tout professionnel de santé. Je vous rassure, c'est pas que les infirmières, c'est aussi les médecins, les radiologues et les kinés. Cet article dit premier acte à 100%, deuxième acte à 50%, troisième et les suivants non facturables. Je pense que tous les professionnels de santé le connaissent et c'est là-dessus que se base la facturation. Et quand vous voyez dérogation de l'article 11B, ça veut dire que la règle ne s'applique pas. Euh, voilà, je crois que là-dessus, on peut continuer. Cumul des actes dans le cadre du BSI, ah bah ça c'est ce que je vous ai parlé en amont. Je vous en ai déjà parlé, j'ai anticipé. Donc on reprend, vous voyez bien les 4 actes à 100% et les 2 à 50%. Peut-être faire une aparté sur la MCI.
majoration en coordination infirmier. Donc, je vous ai dit qu'elle s'accordait sur les pansements lourds et complexes. Donc, il faut vraiment que ça corresponde à l'article 3, hein, les soins que je vous ai dit, les pansements que je vous ai énoncés tout à l'heure. Et les soins de fin de vie. Je me souviens plus si je voulais détailler. Donc, c'était donc soins de fin de vie quand le médecin a... Oui, je crois que je vous l'ai dit. Je me répète là. Ouais, on peut passer. Là, c'est des exemples de cumul. Voilà, avec un patient BSC avec pansement lourd et complexe et la MCI. La même chose avec une perfusion, donc BSC plus AMX 14 pour une perfusion sur 24 heures. Exemple de cumul à 50%, donc ça c'est pour les injections ou la prise en charge des diabétiques, comme je vous l'ai cité tout à l'heure. J'en profite aussi pour vous dire que hors cadre du BSI, quand vous faites des soins aux diabétiques, si c'est un diabétique lambda qui n'a pas de soins de dépendance et qui n'a pas de BSI, ces actes peuvent se cumuler entre eux sans la décote de l'article 11b. Exemple, je prends un patient que vous prenez en charge pour son dextro-insuline matin, midi et soir. Et le matin, il a aussi un pansement lourd et complexe d'ulcère ou de mal perforant. Vous allez coter le matin AMI 4, plus AMI 1 pour le dextro, plus AMI 1 pour l'insuline. Et le midi et le soir, AMI 1 plus AMI 1 pour dextro et insuline. Donc, ça peut aller jusqu'à 3, voire plus d'actes. Mais c'est que les actes qui concernent le diabète. Et les conditions, c'est que le patient il soit insulino-traité et qu'il ait plus de 75 ans. Ça, c'était une aparté pour les patients diabétiques parce que c'est un petit peu à part du reste de la NGAP. On peut passer à la suite. Alors là, c'est sur les vaccinations. Vous savez que maintenant, les infirmières peuvent prescrire certains vaccins et peuvent pratiquer les vaccins. Donc, vous avez le détail là, avec le tableau qui est quand même très bien fait. D'ailleurs, ce n'est pas que les infirmiers qui peuvent le faire. Vous avez aussi les pharmaciens et les sages-femmes. Je ne rentre pas dans les détails parce que vous voyez, c'est très très bien fait. Il y a des conditions aussi. Ça, vous les retrouvez aussi sur amélie.fr. Sur amélie.fr, au niveau vaccination, c'est très bien fait. On peut passer. Alors voilà, c'était justement sur la vaccination, comment la facturer. Voilà, c'était là quand je disais je rentre pas dans les détails. En fait, c'est là. C'est tout dépend de si vous disposez, la prescription a été faite ou pas. Voilà. Le montant est différent si c'est vous qui faites la prescription quand c'est autorisé ou si c'est déjà fait. Si jamais vous avez les deux vaccinations concomitantes, grippe et Covid, elles se cumulent, à titre exceptionnel, elles se cumulent à taux plein les deux vaccinations. Men, hors BSI. Si vous êtes dans le cadre du BSI, vous rajoutez qu'une vaccination. Et vous avez deux façons de le coter. C'est le prescripteur qui fait le vaccin et qui enregistre sur DMP et qui facture. Ouais. Ok. J'essaye de regarder un petit peu, j'ai pas trop. Après, on reprendra à la fin, quand on fini le déroulé, nous, tout le monde, on reprendra les questions qui n'ont pas été abordées au fur et à mesure. Ok, on peut continuer après la vaccination. Par rapport à ce qui a été présenté, merci Béatrice. Peut-être voir s'il y avait d'autres questions avant d'entamer un point sur la NGAP. Hmm.
Par rapport à la question qui est dans le chat, tu l'as vu, Béatrice, que le Non. prescripteur qui fait le vaccin et qui enregistre sur le DMP et qui facture, c'est une disposition qui est prévue apparemment par le nouveau décret. Préciser que c'est le prescripteur qui fait le vaccin et qui enregistre sur le DMP et qui facture du coup. Qui fait le vaccin. Ça, c'est dans le cas où c'est le médecin qui fait le vaccin, c'est ça que vous voulez dire? Non, excusez-moi, j'interviens, c'est moi qui ai fait la remarque. Dans le nouveau décret, dans le cadre de la formation à la vaccination, Mhm. quand une infirmière prescrit à son patient le vaccin, après, elle peut ne pas le faire et laisser le patient le faire par le pharmacien, par exemple, ou une autre consoeur. Mais sinon, normalement, c'est l'infirmière qui l'a prescrit, qui le fait, Et, qui peut facturer. ouais, Mais l'acte de la vaccination va jusqu'à l'enregistrement du vaccin sur le DMP du patient. oui. Et c'est là la tâche la plus importante, j'ai envie de dire. Oui, oui, tout à fait. Vous faites bien de préciser, bien sûr, hein, parce qu'il y en a plein de gens qui ne savent pas où ils en sont au niveau des vaccins et ça permet, en l'enregistrant sur le DMP, de savoir où on en est un peu. Très bien. Bon, ça répond à ce que vous vouliez qu'on le précise, c'est ça ce que vous vouliez? Oui, c'était surtout ça. D'accord, ok, super. Eh ben, merci pour le complément. A priori, je ne vois pas d'autres questions. Donc, s'il n'y en a pas, on peut peut-être enchaîner avec le point sur la NGAP. Ok. Ah oui, on a mis un petit peu on a repris un peu l'article 3 sur les perfusions parce que c'est très flou pour beaucoup d'infirmières quand je les vois en rendez-vous, hein, nouveaux installés. Et même sur les retours qu'on a sur notre réseau de réponse aux questions professionnelles. Chacun fait un peu son interprétation, donc ce serait bien de refaire un petit point. Donc on est bien d'accord que le forfait pour séance de perfusion supérieure à 1 heure, par exemple qui dure 12 heures ou 24 heures, c'est un AMI 14. Quand vous ne faites que changer le flacon, c'est un AMI 4,1. Ou si vous branchez en Y, c'est pareil, c'est un 4,1. Le forfait de perfusion courte, c'est-à-dire maximum 1 heure, c'est un AMI 9. Les deux forfaits courts et longs se cumulent, c'est une exception de la NGAP. Il y a dérogation de l'article 11b, ils se cumulent les deux entre eux. Si par exemple je branche réhydratation sur 24 heures je vais le matin à 8 heures, je branche cette réhydratation plus un Prodafalgan en un quart d'heure et que je reste sur place, je vais cumuler l'AMI 14 plus l'AMI 9, les deux à taux plein. Si jamais je ne reste pas, tant qu'à faire, je le précise aussi, sur la perfusion courte, que je la laisse se terminer toute seule et je l'enlèverai le lendemain quand je reviens ou le soir quand je reviens, à ce moment-là, c'est plus un AMI 9, c'est un AMI 4,1 et c'est un branchement donc en Y. Et comme il vient en deuxième acte, là, il ne se cumule pas à taux plein. Il est divisé par 2. Là, on applique l'article 11b. Ça veut dire que c'est un AMI 14 pour le branchement, plus AMI 4,1 divisé par 2. Deuxième acte à 50%. L'AMI 5, c'est pour le retrait de perfusion à la fin de la série de perfusion. Si c'est pour une semaine, à la fin, on va rajouter cet AMI 5. Et si on fait pause et dépose sur le même moment, le même jour, on va compter le retrait à 50%. Ou si c'est un jour où on est obligé de reperfuser parce à diffuser, par exemple, on va du coup déperfuser et reperfuser dans la foulée. Voilà. On peut continuer. S'il n'y a pas de questions sur les perfusions. Là, c'était des exemples, justement. Voilà, donc c'est plus frappant, là, avec les tranches horaires. Ne pas oublier à 22 heures, bien sûr, la majoration de nuit, hein, puisque ça sera précisé sur l'ordonnance. Les horaires seront précisés sur l'ordonnance. Voilà, et là, je vous ai mis, c'est si sur la perfusion de perfalgan qui peut durer entre un quart d'heure et une demi-heure, si vous restez pas,
ben, vous le cotez à AMI 4,1 et vous le divisez par 2 en deuxième acte. On peut passer au suivant, s'il vous plaît. Ah, le patient insulino-traité, je vous en ai tenu 2 mots, je vous ai tout dit d'emblée, et là on revient un peu plus dans les détails, on va dire. Surveillance d'un patient, ok. Voilà, donc là, vous avez tous les actes concernant les diabétiques. On a vu tout à l'heure ensemble. Et comme je vous disais, ces actes-là de l'article 5 bis du chapitre 2 des soins spécialisés, vous retrouvez tous ces actes-là, ils peuvent se cumuler entre eux sans décote. Si le patient il est insulinotraité, ici il a plus de 75 ans. Voilà. Au passage, je voudrais rajouter une chose sur les pansements lourds et complexes parce que pas tous les infirmières le savent et c'est dommage parce que vous perdez de l'argent pour rien dans ces cas-là. Quand vous prenez en charge un pansement lourd et complexe, le premier jour, on appelle ça le bilan de prise en charge d'un pansement lourd et complexe et ce jour-là, il est coté AMI 11, mais il englobe tout. Et les jours suivants, vous cotez classiquement AMI 4 plus MCI. On peut passer au Une suivant. question. Mhm. Je vous écoute. Pardon. Concernant le patient diabétique, quand il y a nécessité de pose de bande de contention K2 avec une prise en charge de pansement d'ulcère, bon, ça c'est clair. Mais quand le pansement d'ulcère est terminé et qu'il faut continuer la pose des bandes K2, il n'y a pas d'acte dans la nomenclature qui est prévu. On est Tout à d'accord? fait, oui, c'est ça. Donc, quand il y a la pose de contention, plus le pansement d'ulcère, donc considéré comme lourd et complexe, la cotation est un peu augmentée, elle est à 5 et quelques. Il faudrait revenir sur la slide précédente. Est-ce que vous pouvez revenir en arrière d'une slide? Voilà, pansement lourd et complexe, assistant à une détention, non. Bras des pauses. Non, là, c'est pour l'analgésie. C'est pas pour la pose de bande. Mais je crois que la cotation est, attendez, je vérifie, c'est 5, 5-1. 5,1. Voilà, exactement. Merci. On peut revenir sur la 22 et passer à la 23 même. Alors, ça, c'est les soins post-op à domicile selon un protocole RAC. Donc, qui a été rajouté aussi au moment du passage du BSI en 2020, autour de 2020 à 2021. C'est des séances, des soins qui n'existaient pas comme le retrait de la sonde urinaire ou le cathé périnerveux. Donc, alors qu'il commençait à y avoir des prescriptions à ce moment-là de surveillance de cathé périnerveux et il n'était pas inscrit à la NGAP, donc ça s'est remonté à la CNAM, ils l'ont rajouté et maintenant vous pouvez le coter. Pareil pour le retrait de sonde urinaire avec l'ambulatoire qui se développe de plus en plus. Forcément, maintenant les patients sortent avec une sonde urinaire alors qu'avant ça se voyait jamais ça à domicile. Et maintenant vous pouvez le coter puisqu'il est acté. Par contre, je voulais rajouter aussi sur le cathé périnerveux, c'est juste la séance de surveillance qui est facturable, hein. On a déjà eu des questions concernant ce cathé périnerveux pour changer la disquette ou la poche. C'est pas possible, ça n'existe pas à la NGAP, hein. Normalement, quand ils sortent de l'hospi, ils ont la cassette qui est prévue pour les 3 jours, je crois, et vous avez à faire que la surveillance et jamais à aucun moment changer de flacon ou quoi que ce soit. Je vous le dis parce qu'on a eu ces questions-là qui nous ont été posées. On peut passer à la suivante. Ça, c'est pour les infirmières en pratique avancée. Vous avez du coup les forfaits. Je ne sais pas s'il y a des IPA dans le groupe, dans Oui. l'assemblée. Oui.
Vous êtes vous faites une activité mixte, c'est-à-dire libérale et IPA? Oui. D'accord, dans un centre ou dans un CPTS ou... Euh, je vais pas parler de la CPTS qui a pas l'air très favorable, donc pas dans la D'ac- CPTS, mais avec des spécialistes et un généraliste. D'accord, ok. Ça se passe bien? Oui, c'est laborieux Ben, d'un point de vue viabilité, mais ça se passe bien. oui, c'est parce que vous essuyez un peu les plâtres, c'est le début, hein, c'est les premières années, hein, donc Ouais, bon, c'est aussi je pour pense. ça que je suis en situation mixte d'ailleurs. Mhm. Mais, voilà, c'est pas l'objectif, c'était pas le projet professionnel à la base. D'accord. Financière, ah oui, c'est vrai qu'il a été rajouté une aide financière euh, de 15 000, le montant c'est 15 000. Ça, c'est pour celles qui veulent se former, si je comprends, qui se forment au métier d'IPA, voilà, c'est ça. Parce que forcément, quand on se forme, le DU, je ne sais pas si vous voulez nous faire part de votre expérience, mais quand on se forme, on n'a pas de rentrée, enfin au départ, on n'avait pas de rentrée d'argent, c'est ça, ou très peu. Oui, ben en fait, ça concerne surtout les infirmières libérales initialement avant le processus de formation, ce qui n'était pas mon cas. Donc effectivement, l'amélioration et pour l'accès à la formation des infirmières en pratique avancée, c'est d'introduire cette aide. Après, moi, je ne suis pas infirmière libérale de base, donc je ne sais pas si elle est suffisante ou pas, mais elle a le mérite d'exister, qui permet, au vu de la formation qui quand même est de 1 semaine par mois d'absence, 1 à 2 semaines par mois d'absence, de compenser en fait la perte de salaire quand il y a, puisque bah, des fois, l'idée, c'est que si vous êtes remplacé par une consoeur et qu'elle est souple pour vous permettre de vous absenter, d'aller en cours, vous pouvez limiter un peu les dégâts. Oui, c'est ça. C'est déjà pas mal. Je Ouais. vous remercie. On Je peut vous en prie. passer au suivant. Famille. Avant d'entamer ces questions, recueillir éventuellement des questions ou des besoins de précision, si besoin, hein. N'hésitez pas, c'est le moment, hein. On n'a pas toujours l'occasion d'échanger. Alors, moi, du coup, j'en profite. J'ai une question. Ce qui est compliqué, c'est la cotation en téléconsultation pour les IPA. C'est pas très clair, donc j'avoue, je, je rattrape a posteriori en fait quand j'ai le patient devant moi avec sa carte vitale. Vous parlez des téléconsultations juste pour les Elles IPA sont ou pas en les... présentiel quand elles sont faites par le système de téléconsultation en fait. Alors, est-ce que là-dessus, les DNS peuvent m'aider un petit peu là-dessus? Parce que moi, à part les téléconsultations, vous ne parlez pas des téléconsultations qui sont faites par les médecins avec l'appui des infirmières. Non, Non, c'est pas de ça là que vous parlez. non. Est-ce que le DNS peut Oui, me... Oui, merci. bonjour. Bonjour. Donc, je suis Chanel, délégué numérique en santé. En fait, je n'ai pas trop compris votre question hein, concernant la cotation téléconsultation IPA. C'est de votre logiciel de téléexpertise, c'est ça? De téléconsultation, mais du coup, on met quoi comme acte? Ah, Parce que nous, on n'a que du PAI. ça, je ne saurais vous dire. Hmm. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se renseigner, revenir vers vous avec une réponse, parce que là, on ne l'a pas sur le moment. Je ne sais pas si quelqu'un Euh, d'autre... Et l'autre question, parce qu'il y a eu une discussion dans le groupe des IPA, si je consulte un patient à plusieurs reprises, donc du coup, moi, je trace et j'envoie un acte gratuit. Donc, je vais facturer un PAI 5, par exemple, mais je vais le mettre en acte gratuit. Je souhaite savoir si la MIP, dans le cadre d'un patient qui répond aux conditions, elle doit passer également en acte gratuit ou si elle peut être valorisée. Alors, est-ce que si vous faites une MIP plus, Un PAI, hmm, en acte gratuit puisque je ne peux pas refacturer le patient que je revois. Donc, en fait,
je le signifie en acte gratuit pour en fait surtout tracer Tracé. l'activité. Je veux savoir si le MIP, il passe aussi en acte gratuit ou est-ce que le MIP peut être valorisé? Je note votre question et on reviendra vers vous pour une réponse. Est-ce que le MIP passe aussi en acte gratuit? Ok. C'est aussi ou pas? Ok. Vous avez mis votre adresse mail? Oui, c'est bon. Par rapport à la première question que vous aviez posée, on est d'accord que c'était de savoir quelles étaient les cotations possibles quand on faisait la téléconsultation, c'est ça, hein? Oui. Ok. On peut peut-être passer aux informations complémentaires et je vais laisser la main à Chanel. Oui, avec plaisir. Donc, vous avez le forfait d'aide à la modernisation. Donc, du coup, chaque année, vous avez des indicateurs à remplir. Donc, vous avez des indicateurs socles, comme disposer d'un logiciel qui est compatible DMP, avoir un logiciel à jour, bien évidemment, utiliser la solution SCORE. Donc, à savoir que pour les IPA, cet indicateur est optionnel. Il faut atteindre un taux de télétransmission en flux sécurisé supérieur ou égal à 70% et bien évidemment disposer d'une messagerie sécurisée de santé. Donc, cette messagerie, en fait, c'est Mélis, peut-être vous l'avez déjà créée ou pas. Donc, ça va vous permettre, en fait, d'échanger de façon sécurisée avec d'autres professionnels de santé. Donc, si vous avez une information importante, vous voulez échanger avec le médecin, vous pouvez vous connecter sur votre compte Mélis et ensuite envoyer un message à votre médecin. Donc, à savoir que tous les médecins, ils ont une messagerie sécurisée. Donc, vous, si vous venez de vous installer, il va falloir l'activer. Donc, il faut juste aller sur le site Mélis. Vous tapez sur Google Mélis, vous arrivez directement sur mssanté.melis.fr. Ensuite, vous avez en complémentaire, donc si vous faites partie d'un exercice coordonné, du coup, vous avez 100 € de plus. Et optionnel, vous avez la télémédecine. Donc, vous pouvez toucher jusqu'à 350 € si vous avez des équipements de vidéo transmission et 175 € si vous avez des appareils médicaux connectés. Donc, les appareils médicaux connectés, par exemple, l'oxymètre connecté, euh, le glucomètre connecté, le CG connecté, etc., etc. Bien évidemment, avoir également une caméra connectée également. Voilà. Donc, si on passe au slide suivant. Donc, dans votre logiciel, peut-être que vous avez déjà remarqué, il y a un téléservice qui s'appelle Adri. Adri, c'est tout simplement acquisition des droits intégrés. Donc, si vous n'avez pas la carte vitale du patient, vous allez faire une facturation en mode dégradé. Donc, votre logiciel doit appeler Adri donc, systématiquement. Donc, ça vous permet de récupérer les droits à jour à l'assurance maladie. Donc, d'autres cas, c'est que quand la carte vitale n'est pas à jour, donc vous pouvez récupérer les droits qui sont à jour. Ensuite, vous avez également les coordonnées du patient qui sont affichées. Donc, à savoir que si vous allez sur MiniPro, vous tapez le numéro de sécurité sociale du patient en vous connectant avec la carte CPS, vous avez également les droits. Vous pouvez vérifier les droits des patients. Donc, les avantages d'Adri, c'est récupération automatique des droits de vos patients, ça va fiabiliser la facturation et bien évidemment, ça va réduire les rejets liés uniquement aux droits des patients. Voilà. Excusez de Donc, oui, m'intervenir. Bonjour. bonjour. J'avais juste une question parce que j'ai reçu un courrier comme quoi je faisais du 100% dégradé et que c'était pas correct. Oui. Mais du coup, je me demandais les conséquences de facturer 100% en dégradé, sachant que le facturer en sécurisé est ultra chronophage. J'aurais voulu savoir, Oui, vous voulez savoir? sécuriser à fond. Ben, il faut au moins atteindre le taux à 70% de facturation en mode sécurisé.
Mais pourquoi en fait? C'est ce qu'on doit faire vraiment Pour ou- pouvoir, en fait, c'est tout simplement pour pouvoir toucher l'aide à et l'aide à si, l'informatisation, à la modernisation. et si je suis pas intéressée par cette aide, parce que 490 euros, clairement, c'est une journée de chiffre d'affaires. Et si je fais toutes mes facturations sécurisées, clairement, ça me prend plus d'une journée par an au niveau temps passé à la recherche de cartes vitales, à la D'accord. connexion Internet chez le patient. Du coup, enfin, c'est assez anxiogène de mon côté de me dire qu'il va falloir que je fasse du sécurisé à fond. Donc, enfin, si je fais que du 100% dégradé, est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce que c'est illégal, on va dire, ou pas? Au niveau légal, je ne peux pas vous répondre. Ouais. Donc, je n'ai pas les compétences pour. Peut-être Madame Farina pourra vous répondre au niveau légal, mais ou une autre personne. Mais au niveau de mon côté, si vous ne faites pas, vous faites que du dégradé, hein, donc c'est normal que vous recevez un courrier en fait, parce que le service en fait, ils veulent comprendre pourquoi vous faites que du dégradé. Donc, mais ce n'est pas, mais c'est autorisé, hein. Donc, on en a des infirmiers qui font. Alors, effectivement, les textes sont assez précis. Oui, bonjour. Le dégradé doit rester exceptionnel, en fait. Vous D'accord. m'entendez? Ouais, ouais, je vous entends, merci. Alors, dites-moi, vous avez été voir. Comment? Ah, j'ai des coupures. Non, non, on vous entend bien, mais par contre, je ne sais pas du tout qui a pris la parole. J'étais juste en train de rappeler effectivement les règles de la convention qui précisent bien que le dégradé doit rester exceptionnel. D'accord. Ok. Tant pis pour moi alors. Du coup. Il y avait une autre question sur le chat. La personne Ah, demandait si elle devait acheter un appareil chaque année pour les appareils télé. non, non du tout. Non, non. En fait, si elle a acheté un appareil, donc elle va le déclarer. En fait, il y a des indicateurs. Donc sur Amélie Pro, chaque année, vous allez devoir valider ces indicateurs. Et là, il faut juste cocher comme quoi vous avez un appareil connecté. À savoir que ça va être que du déclaratif, hein. Donc vous allez faire juste une attestation sur l'honneur en disant que voilà, vous avez un appareil connecté. J'espère que ça répond à la question de Madame Sandra Radi. Merci, c'est Je vous en exact. prie. Voilà. Donc, Adri, là, on vous dit donc comment l'obtenir. Il faut contacter votre éditeur de logiciel. Non, il ne faut pas, parce que c'est intégré dans le logiciel. Donc, les nouveaux logiciels, ils sont déjà intégrés. Il ne faut pas vous en soucier. Voilà. Avant, en effet, il fallait contacter l'éditeur au début de la mise en place Adri. Maintenant, c'est bon. Maintenant, il est déjà activé sur le logiciel, hein, par défaut. Donc, si on peut passer à la slide suivante. Ensuite, vous avez la télétransmission des pièces justificatives et scores. Donc ça, c'est un module qui doit être activé sur le logiciel. La plupart l'ont déjà activé quand vous vous installez. Le logiciel vous l'installe. Si ce n'est pas le cas, donc il faut contacter votre éditeur dans ce cas précis et leur demander d'activer Score, qui va vous permettre d'envoyer vos pièces justificatives, de numériser, d'envoyer et transmettre directement à la caisse de rattachement de l'assuré. Donc, quelle que soit la caisse, hein. Donc, par exemple, si la personne vient du Var, vous l'envoyez, ça va être envoyé directement par votre logiciel et du coup, vous n'avez rien à envoyer par courrier. Donc, tout va se faire de votre logiciel. Donc, il faut bien scanner la prescription médicale, la feuille de soins signée par l'assuré en cas de mode dégradé et vous l'envoyez par score. Donc c'est assez simple score, donc c'est juste une option, donc que logiquement, je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Ok, je pense que non. Donc, à savoir que également dans le forfait de la modélisation, il y a l'utilisation de score. Donc, l'utilisation, c'est sur l'année en cours. Donc, par exemple, pour toucher le forfait de la modernisation 2000 en 2025, donc il faut utiliser score en 2024, donc jusqu'au 31 décembre 2024. Après, vous le déclarez en fin d'année ou début d'année 2025 sur Amélie Pro. En parlant d'Amélie Pro, vous avez la carte CPS qui vous permet de vous connecter avec la carte. Des fois, puisque certains infirmiers, ils n'ont pas accès
un lecteur qui est souvent avec la facturière. Et dans ce cas précis, vous pouvez également télécharger une application qui s'appelle l'application ICPS, que vous pouvez télécharger sur Android ou Google Play. Et donc, en fait, c'est votre CPS en dématérialisé sur votre téléphone. Ça vous permet de vous authentifier sur Amélie Pro avec Pro Santé Connect. Et à partir de là, vous pouvez également faire vos BSI donc, en vous connectant via ProSanté Connect. Donc, pas besoin de la carte physique pour vous connecter. Si vous êtes à la maison, ça vous fait chier de vous brancher avec le lecteur. Vous n'avez pas les modules installés sur votre ordinateur de chez vous. Donc, vous pouvez télécharger l'application, l'activer et ensuite donc, vous connecter avec cette application. Donc, c'est un moyen de vous authentifier. Donc, il y a une double authentification avec. Donc, c'est sécurisé. Est-ce que vous avez des questions sur l'AICPS? Non, apparemment non. Slide suivant. Et là, effectivement, on vous rappelle Ah oui, les interlocuteurs à la CEPAM. Merci, Chanel. eh bien, je t'en prie. Donc, effectivement, il y a le service RPS qui s'occupe plus de l'accompagnement en termes d'installation des PS. Vous avez l'adresse mail qui s'affiche si vous avez des questions par rapport à votre installation ou aux formalités administratives qui suivent les quelques semaines qui suivent votre installation. Concernant le service médical, vous pouvez le contacter en vous connectant à votre compte Amélie Pro. Pour les dames et les DNS, donc les dames, les délégués d'assurance maladie et les délégués numériques en santé, il y a effectivement l'adresse mail qui s'affiche. Sinon, je pense que vous devez avoir connaissance du DAM qui intervient sur votre secteur. Sinon, on peut également peut-être rajouter au diaporama les dames par secteur. On va trouver ça, on vous mettra une cartographie des dames par secteur. Concernant les télétransmissions, il faut contacter les équipes de la CEPAM directement sur votre compte Amélie Pro, rubrique contact assurance maladie par email. Et pour toute réclamation, remboursement erroné ou incomplet ou une anomalie de paiement, il faut utiliser le service de réclamation en ligne dont vous avez l'adresse mail en bas de page. Voilà, et a priori, nous avons en tout cas évoqué tous les sujets que nous avions envisagés. Y a-t-il éventuellement des questions par rapport à ce qui a été présenté? J'avais pas mis le caméra. A priori, je n'en vois pas. Donc, comme on vous l'avait indiqué en début de séance, on vous enverra, ou aujourd'hui, ou en tout cas dans la semaine, le diaporama qui aura du coup été complété des différentes informations. Et puis, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie pour votre participation. Merci à l'ensemble des intervenants. Et puis, très bonne journée à tous. Merci, au revoir à tous. Au revoir, bonne journée. Merci, au revoir également. Merci, au revoir. 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 Merci, au revoir.